Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur la E3 Saxo Bank Classic, plus connue sous le nom du Grand Prix E3, une course très difficile, une classique d'un jour, World Tour, très prestigieuse. C'est un mini Tour des Flandres, ça emprunte une bonne partie du parcours de ce Tour des Flandres. Il y a donc pas mal de secteurs pavés, pas mal de petites ascensions, c'est loin d'être plat. C'est loin d'être facile. Il y a 11 secteurs pavés en tout et encore deux fois plus d'ascension, de petits murs. C'est vraiment une course très très difficile. Elle est longue en plus, elle fait 209 km et forcément elle permet seulement les coureurs les plus résistants qui peuvent s'y imposer, comme le prouve un petit peu le palmarès de cette compétition. Aujourd'hui, c'est la 67e édition. Toutefois, elle ne fait partie du calendrier World Tour que depuis 2012. C'était Tom Boonen qui s'y était imposé. Ensuite, ont suivi Fabian Cancellara, Peter Sagan, Geraint Thomas, Michał Kwiatkowski, Greg Van Avermaet, Niki Terpstra. Zdeněk Stybar avait créé la surprise en 2019 devant Wout van Aert, Kasper Asgreen en 2021. Et puis Wout van Aert s'y est finalement imposé en 2022 et en 2023. Et l'an passé, c'était Mathieu Van Der Poel qui s'était imposé devant Jasper Stuyven et Wout van Aert. Autrement dit, Van Der Poel et Van Aert sont les deux anciens vainqueurs et ils sont tous les deux là aujourd'hui. Et c'est le duel un petit peu que l'on attend évidemment. Le duel qui dure depuis des années entre Van Der Poel, le Hollandais, et Van Aert, le Belge. On a hâte de savoir lequel des deux prendra l'ascendant sur l'autre. Alors a priori, c'est Mathieu Van Der Poel qui est plus fort désormais. Van Aert, il a du mal depuis quelques années maintenant. Il a fait 2-3 chutes et depuis, il est un petit peu en difficulté. Il est évidemment toujours très très fort, mais Van Der Poel semble désormais un petit peu au-dessus. Et on va voir si ça va se confirmer aujourd'hui. Après, il n'y a pas que ces deux hommes. Il y a 25 équipes de 7 coureurs. Ça fait du monde, ça fait un gros peloton. Et donc, il y aura d'autres coureurs qui voudront tenter leur chance. On va penser notamment à Binyam Girmay, l'Érythréen de l'Intermarché Venti, qui sera là. On a Laurens Pitty pour la Red Bull Bora Hansgrohe, Matej Mohoric pour la Bahrain Victorious, Oliver Naesen pour la Decathlon AG2R, Stefan Kung pour la Groupama FDJ. Et puis surtout, les deux vrais plus gros outsiders, on va dire, sont Filippo Ganna de la Ineos Grenadier et Mats Pedersen de la Lidl Trek. On a vu Ganna en pleine forme évidemment sur Milan-San Remo, Pedersen aussi intenable sur Paris-Nice. Ça sera probablement ces deux-là les deux principaux adversaires de Van Der Poel et de Van Aert. Côté français, la plus grande chance se trouvera du côté certainement de Valentin Madouas, le coureur de la Groupama FDJ, qui sera le meilleur coureur potentiel pour un bon classement, sachant qu'aucun Français n'a jamais remporté la E3, malgré donc 66 premières éditions. On n'a jamais vu un Français s'imposer. On a vu pourtant très récemment Christophe Laporte faire deuxième en 2022 derrière Van Aert et Florian Sénéchal aussi deuxième en 2021 derrière Kasper Asgreen. Mais pas de victoire. Aujourd'hui, s'il y en a une, c'est probablement uniquement de Valentin Madouas qu'elle viendra. La E3 Saxo Bank Classic, le duel intemporel entre Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. C'est parti. La chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et c'est parti pour 209 km à travers la campagne belge sous le soleil, pas de pluie, des conditions parfaites aujourd'hui pour rouler. Alors on a vu récemment que sur la Bruges-la-Panne, des conditions parfaites, c'était pas du tout synonyme de pas de risque de chute, au contraire. Aujourd'hui ça sera différent, il n'y aura pas un peloton massif à l'arrivée, les risques de chute seront donc moindres dans le final. Bon, là j'ai pas allé trop vite parce que là il y a une chute. Il y a une chute au milieu du peloton et ça fait un grand carambolage. Alors il n'y a pas tout le monde qui est tombé, mais par contre il y a beaucoup de monde qui est ralenti. Qui on a là de tomber? On a des coureurs de la Soudal Quick-Step notamment. On a 3 coureurs de la Soudal Quick-Step qui sont tombés. Gil Gelders, Jordi Warlop et Dries Van Gestel. On a aussi un coureur de la team Picnic Postenel, a priori Kevin Van Mark, qui est aussi tombé. Mais surtout ça a cassé le peloton en deux là, cette chute. Parce que c'était sur une petite route, tout le monde ne pouvait pas passer, on a dû attendre un petit peu que ça se relève. Et alors, il faut voir un petit peu qui a été ralenti là. Il y a une groupe de cinquantaine de coureurs à l'avant. Et on voit d'ailleurs dans ce groupe une attaque de Yannick Steimle, le coureur de la Q36.5, qui prend un petit peu quelques mètres d'avance. On est à 195 km de l'arrivée. Yannick Steimle, il ne va pas pouvoir partir bien loin. Il va être repris par le
le premier groupe du peloton, mais le second groupe, lui, est un petit peu plus loin. Il a mis du temps à repartir, alors qu'on approche tranquillement des premiers secteurs pavés et du premier mont aussi, le Katteberg, qui est 1 km à 4%, mais qui a surtout des derniers mètres à plus de 20%. Et l'écart qui grandit. L'écart qui grandit entre le premier et le deuxième groupe du peloton. Alors qu'on vient de passer le premier secteur pavé de Bokarnestrat. On annonce un écart de plus de 2 minutes désormais entre ces deux groupes. Et surtout, on apprend un petit peu qui on a. Alors que dans le premier groupe, il y a Oliver Knight de la Cofidis encore qui a attaqué, mais qui lui aussi ne va pas pouvoir aller bien loin. Il est parti tout seul, il va être pris. Dans le groupe des retardés, on apprend qu'il y a Wout van Aert. Wout van Aert de la Visma Lease Bike qui est dans le groupe des retardés. Mais il n'est pas tout seul, il y a du monde. Qui on a d'autres? Ah bah il y a aussi Mathieu Van Der Poel. Ah bah alors là, Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert ont tous les deux été piégés par cette chute. Alors ils ne sont pas tombés, mais ils n'étaient pas à l'avant du peloton. C'était vraiment le tout début de la course. C'est arrivé dans les 10 premiers kilomètres. Donc forcément, c'était pas encore le moment d'être très très vigilant. Et bah raté, ils étaient derrière. Et là ils sont pris. Et Filippo Ganna aussi. Ah bah c'est quasiment les 3 plus gros favoris qui sont à l'arrière en gros. Ganna, Van Der Poel et Van Aert qui sont tous les 3 à l'arrière. Et l'écart qui est de plus de 2 minutes, quasiment 3 minutes désormais entre le premier groupe, entre le peloton. Alors lequel est le peloton? Est-ce que c'est le groupe Van Aert, Van Der Poel ou est-ce que c'est le groupe de 50 coureurs devant? On ne sait pas. C'est là il y a la course qui a complètement dès le début chaviré avec cette chute. En plus, les 4 coureurs, là, on a appris qu'ils sont tombés. Ils ont tous les 4 abandonné, ils se sont fait mal, ils ont été transportés à l'hôpital. Ça a été une grosse chute pour ces 4-là. C'est pour ça que ça a mis du temps ensuite également aux coureurs qui étaient derrière à les contourner et à repartir. Et du coup, il y a les grands noms qui se sont fait avoir. Et du coup, devant, dans le groupe c'est un peu un groupe d'échappés de 50 coureurs, en fait, on va dire, parce que le peloton, c'est plutôt ce groupe avec Van Der Poel et Van Aert. On voit la Groupama FDJ rouler. Ça doit vouloir dire que Stefan Kung et Valentin Madouas doivent être dans ce groupe-là. On ne sait pas si Mats Pedersen, on n'a pas eu d'informations, si Mats Pedersen est devant ou derrière. Par contre, on a Matteo Jorgensen, qui est l'autre carte de la Visma Lease Bike, qui lui est bel et bien devant. On a vu Matej Joric qui est également devant. Stefan Kung et Madouas sont bien là. On a des coureurs aussi de la Ineos qui pour l'instant ne se sont pas relevés pour tenter d'aller chercher peut-être ramener Ganna, Tobias Foss. Ben Turner, Jasper Stuyven est là pour la Lidl Trek. On n'a pas d'informations encore. On n'a pas vu Pedersen. Mais là, il y a un premier tournant et il arrive très rapidement. Et alors que là, on a 3 coureurs qui s'échappent du premier peloton, qui veulent être l'échappé de l'échappé. Il s'agit de Dries de Bont, le coureur de la Decathlon AG2R avec Julius Van den Berg, coureur de la Pitnick Post NL, le Hollandais, et l'Irlandais Rory Townsend. 3 coureurs qui prennent la poudre d'escampette. On a un 4e coureur qui tente de les rejoindre. C'est le coureur de la Bahrain Victorious, Robert Stannard. Mais il est parti un petit peu à contre-temps. Robert Stannard n'a pas réussi à rejoindre les 3 échappés. Il est repris par le premier peloton, le groupe 1. Je ne sais pas comment l'appeler. Le peloton principal avec Van Aert et Van Der Poel est à 2 minutes derrière. Mais il revient fort. Devant, on voit que la Groupama FDJ rouler. Alors que derrière, c'est toute l'Alpecin. Plus d'autres équipes qui roulent. Et ils sont en infériorité numérique devant. Ils ont certes un bel avantage de 2 minutes, mais combien de temps ça durera? Alors que devant, Dries de Bont, Julius Van den Berg et Rory Townsend ont une 30aine de secondes d'avance sur ce groupe mené par la Groupama FDJ. Voilà, c'est un petit peu éparpillé partout. C'est pas facile à suivre en ce début d'étape. Mais voilà, on a 3 coureurs devant. Donc désormais, Dries de Bont, Julius Van den Berg et Rory Townsend à 150 km de l'arrivée. Derrière, une 30aine de secondes derrière le premier peloton, avec notamment la Groupama FDJ qui roule, ainsi que des coureurs comme Matteo Jorgensen ou Matej Joric. Et puis derrière, le groupe Mathieu Van Der Poel, Wout van Aert, Ganna, qui est à 2 minutes derrière. Il a gagné du temps. Il était à 3 minutes à un moment. Désormais, il n'a plus que 2 minutes de retard sur les échappés et donc seulement 1 minute 30 de retard sur le groupe de la Groupama. Le groupe Stefan Kung, on va appeler. C'est l'Alpecin de Koenig qui roule fort. On a la Red Bull Bora Hansgrohe qui roule aussi fort. Ça doit peut-être dire que Laurens Pitty a lui aussi été surpris et se trouve dans ce deuxième groupe. Donc ça fait encore un gros favori à l'arrière. Et intéressant de voir que la Visma Lease Bike décide de collaborer dans le groupe de tête. Le groupe où il y a Matteo Jorgensen.
On roule donc pour empêcher Mathieu Van Der Poel de rentrer. Et tant pis s'il y a aussi Wout van Aert dans ce groupe derrière. On mise plutôt donc sur la carte Jorgensen, ou en tout cas on veut faire en sorte de fatiguer l'Alpecin de Koenig le plus possible. L'écart qui se réduit. Les 3 hommes échappés de devant qui sont en train de se relever. Ils ont compris que ça ne servait à rien de partir là alors que le rythme était un peu à fond devant ou derrière. C'était trop dur de prendre une échappée, de prendre de l'avance dans ces conditions où on a les équipes de leaders, la Visma qui roule devant, l'Alpecin qui roule derrière. Et ils sont repris à l'instant par le peloton. On est à 135 km de l'arrivée. Et derrière, c'est l'Alpecin et le groupe Van Der Poel qui revient quand même. Hein. Ils n'ont plus que moins d'une minute de retard désormais, 50 secondes. L'écart qui se réduit petit à petit malgré les efforts désormais de la Visma Lease a Bike qui est venue aider un petit peu la Groupama FDJ qui forcément, elle toute seule, ne peut pas maintenir les coéquipiers de Van Der Poel à distance. Ça revient petit à petit quand même pour ce groupe de retardés, ou plutôt pour ce peloton principal qui revient sur cette échappée de 50 coureurs. Allez, on voit également la Q36.5 désormais venir collaborer dans le groupe de tête, aider la Visma Lease a Bike et la Groupama FDJ. Du côté de la Q36.5, c'est qui leur leader? Ils ont Fabio Christen, le jeune Suisse, qui est leur leader. Il doit donc être dans ce groupe. Et alors que ça y est, on sait enfin où est Mats Pedersen. Et il est derrière. Il est derrière. Hein. C'est pour ça qu'on ne voyait pas les coureurs de la Lidl Trek rouler dans ce groupe non plus. C'est que Pedersen, il est avec Ganna, il est avec Van Aert, il est avec Van Der Poel. Les 4 grands favoris sont à l'arrière. Là, pour l'instant, c'est donc les 50 de tête. C'est pour les outsiders, c'est le moment où j'avais d'essayer de se débarrasser de ces 4-là et ainsi de se donner une chance de victoire finale. Mais c'est pas facile. Ils sont plus nombreux derrière que devant. Et ils sont aussi peut-être un peu plus forts. Donc, ça va être dur de les maintenir à distance. L'écart qui est toujours de 48 secondes. On est à 130 km de l'arrivée. Et surtout, on a une partie là plutôt plate et sans secteur pavé. Hein. C'est le début de la course. On n'a pas attaqué les moments où il y a eu juste deux petits secteurs et une petite ascension. Mais c'est en gros la partie sans rien, la partie plate. Et on va bientôt arriver dans une dizaine de kilomètres à la vraie partie difficile avec la montée de la houppe. Et puis ensuite, ça va faire que s'enchaîner. Que des petites descentes, que des murs, des montées, des descentes et des secteurs pavés. Là, c'est la partie encore tranquille. On a passé 4 secteurs pavés, mais c'était des secteurs plutôt plats, à part le Katerberg, qui était la seule ascension qu'on a passée pour le moment. Toutes les autres ascensions, et il y en a quasi 15, elles vont arriver dans la deuxième moitié de course, qui va commencer bientôt. Est-ce que ce profil différent va plutôt profiter au groupe de tête ou au peloton derrière? On va vite le savoir. On y est dans cette ascension de la houppe, 2 km à 4,6% de moyenne avec des passages à plus de 10%. Et l'écart qui diminue beaucoup plus doucement. Hein. On est à 116 km de l'arrivée. Et le groupe de tête a toujours 30 secondes d'avance sur le groupe Van Der Poel Van Aert. On a appris donc qu'il y avait également Mats Pedersen, mais il y a également William Girmay qui est parti de ce groupe. Et puis Matej Mohoric qu'on avait annoncé devant et en fait lui aussi derrière. Donc encore quasiment deux autres gros favoris à l'arrière avec Van Der Poel, avec Van Aert, avec Ganna, avec Pedersen. Il y a aussi Mohoric, il y a aussi William Girmay, il y a aussi par exemple Matteo Trentin pour la Tudor. Devant, c'est toujours la Groupama FDJ qui roule avec un coureur de la Visma Lease a Bike, il me semble que c'est Julien Vermote qui roule beaucoup, et des coureurs de la Q36.5. Derrière, on voit beaucoup travailler pour l'Alpecin de Koenig, l'inévitable Sylvain Dillier, le Suisse qui avait fait Milan-San Remo en tête du peloton pendant 200 km. Et c'est encore lui qui est là et qui réduit petit à petit l'écart entre les deux groupes. Ça va doucement, mais maintenant que l'écart est quasiment sous les 30 secondes, on voit mal ce groupe ne pas rentrer au final, mais ça leur a coûté beaucoup d'efforts. Ça aura coûté beaucoup d'efforts à tous ces coureurs-là et surtout aux équipiers des favoris, et notamment ceux de Mathieu Van Der Poel surtout. Hein. Allez, on est désormais dans le Canariberg qui enchaîne immédiatement après la houppe. C'est 1 km, mais par contre c'est à 8% de moyenne, ça monte beaucoup. Et là c'est dans cette ascension que ça va se regrouper forcément. Ça va arriver à pleine vitesse derrière. Et ça éclate un petit peu là. On a une attaque d'un coureur de Lièvre, c'est Max Walker. Mais derrière, il y a une attaque surtout c'est Matteo Jorgensen qui attaque. L'attaque de Matteo Jorgensen, il a compris que derrière ça allait revenir. Et il ne veut pas les laisser se reposer. Ils sont revenus, bien sûr. Là, c'est une petite route, une petite ascension. C'est donc dur pour ceux qui sont derrière de remonter, pour les Van Der Poel et compagnie. Et donc, il accélère, Jorgensen. Il a un coureur de la Bahreïn, de la Lotto dans sa roue. Il y a Stefan Kung qui l'accompagne aussi.
Là, c'est un petit peu éclaté. Il y a des coureurs, c'est une longue file indienne avec des petites cassures. On verra ensuite dans la descente. Il y a une dizaine de kilomètres avant la prochaine ascension, le Oude-Kruisberg, 800 mètres à 6%, mais surtout ce sera une ascension pavée. Pour l'instant, le peloton est, on va dire, de nouveau groupé, mais c'est juste une immense file indienne. Jorgenson n'a pas réussi à s'envoler, à faire la différence. Peloton quasiment groupé de nouveau dans l'ascension de l'Oude-Kruisberg. Ascension pavée, et qui on voit arriver là alors qu'on arrive au sommet de cette ascension et prendre la tête du peloton, c'est l'ami Mathieu Van Der Poel qui en plus il se permet de se mettre de lâcher le guidon pour enlever sa veste alors qu'on est en ascension sur des pavés. Donc, et il est en tête du peloton. Donc autant vous dire que ça va plutôt pas mal pour Van Der Poel. On voit Mads Pedersen qui lui aussi a réussi à remonter dans le peloton et à reprendre la course en main. C'est que les favoris sont de retour. Filippo Ganna aussi bien là. Il y a quelques coureurs qui sont retardés et qui, a priori, par contre, ne reviendront pas. Et notamment Matej Moric ou Aaron Gates, qui était le leader d'Astana. Ces coureurs sont dans des petits groupes dispersés. Ils n'ont pas réussi à faire la jonction. Ils ont plutôt été lâchés là, dans les ascensions qui se sont succédées du Kanarieberg et là de l'Oude-Kruisberg. Sinon, à part ces quelques coureurs distancés, tous les autres sont de retour désormais. Et de voir Van Der Poel faire l'ascension sans toucher le guidon et en enlevant sa veste, ça doit vouloir dire qu'il n'a pas perdu trop de force au final. Hein. On est à 95 km de l'arrivée et j'allais dire, je vais pas pouvoir faire de focus sur l'échappée puisque il n'y a plus d'échappée. Et ça y est, il y a un coureur qui a décidé de partir, c'est Aimé De Gendt de la Cofidis qui a attaqué dans l'ascension du Knottenberg, 1,2 km à 7%, mais pas de pavé. Le peloton a allé à un rythme assez tranquille et Aimé De Gendt a pu sortir. Il a été suivi par un coureur de la Picnic Postenel, il me semble. Il y a un coureur aussi de la Soudal Quick-Step. Alors, qui est avec Aimé De Gendt là ? Il semble qu'un coureur de la Movistar qui est aussi sorti du peloton. Gonzalo Serrano pour la Movistar qui est également sorti. On a donc 4 hommes. Ils ne sont pas encore groupés. Hein. On a Aimé De Gendt avec le coureur de la Soudal Quick-Step. Un peu plus loin, le coureur de la Picnic, Gonzalo Serrano. Un peu plus loin encore, et le peloton qui laisse partir. Hein. Il est en mode groupé, en mode tranquille, en mode comme si c'était le début d'étape, alors qu'on a déjà fait plus de la moitié. On va retrouver un scénario un peu plus classique après une première moitié d'étape complètement folle. La seconde moitié va être plus classique, et on se demandait si justement ils n'allaient pas rester groupés jusqu'au bout, si une échappée allait tenter le coup, et voilà. L'échappée qui va tenter. C'est bien joué, parce qu'ils savent que le peloton quand même a dû être fatigué. Hein. Entre ceux qui essayaient de rattraper le groupe de tête et ceux dans le groupe de tête qui faisaient en sorte que ça ne revienne pas, il y a pas mal d'équipiers qui ont été un peu rincés. Et donc, pourquoi pas une échappée plus difficile à gérer, puisqu'il y a plein de coureurs qui sont fatigués et qui auront plus de mal à vouloir aller la chercher. Allez, le coureur de la Picnic Postenel, c'est Niklas Marl, l'Allemand, qui est parti en contre. Il n'a toujours pas réussi à rejoindre Aimé De Gendt. Et le coureur de la Soudal Quick-Step, qui est là avec c'est peut-être Pépin Randerik. Ils ont déjà pris 30 secondes d'avance sur le peloton qui vraiment roule tranquille, les laisse partir. Non, c'est pas Randerik, c'est Casper Pedersen, le Danois, qui est parti avec Aimé De Gendt, le Belge. Des bons coureurs, des bons rouleurs. Et pour l'instant, ils ne se relèvent pas. Ils n'attendent pas Niklas Markel, qui n'est qu'à une dizaine de secondes derrière eux, ni Gonzalo Serrano, qui est une vingtaine de secondes derrière. Ils préfèrent continuer à prendre d'abord de l'avance sur le peloton avant d'attendre d'éventuels compagnons d'échappée là. Ils n'ont même pas de compagnons au final parce que le peloton a quand même légèrement réagi. Et Gonzalo Serrano et Niklas Markel n'ont pas réussi à les rejoindre. Les deux hommes de tête, Aimé De Gendt et Casper Pedersen, ils ont été repris par le peloton qui s'est mis un petit peu à accélérer pour ne pas laisser partir trop d'hommes. Ils ont dit 2, ok, mais 4, ça fait peut-être un peu trop. Là, ils ont de nouveau un petit peu ralenti. Les deux hommes de tête ont 45 secondes d'avance sur le peloton. Alors qu'on est dans l'ascension du Kortekir, 800 mètres à 7% de moyenne, avec des passages à plus de 17% quand même. Donc là, c'est forcément des passages qui font un petit peu mal aux jambes. Et derrière dans le peloton, c'est la Team Ineos Grenadier qui fait le premier move un petit peu force là dans cette ascension. C'est Ben Turner qui d'un seul coup s'est mis à accélérer. Et le peloton qui était tout groupé, qui est devenu en 5 secondes une immense file indienne. Pas de cassure encore, mais ça a fait mal cette accélération là de Ben Turner. C'est l'Ineos qui tente de réveiller en premier le peloton.
qui était un petit peu trop tranquille depuis que tout le monde était revenu ensemble. Allez, là on arrive dans la nouvelle ascension. Cette fois-ci c'est pavé. C'est le Tyenberg. 600 mètres à 6%. C'est toujours l'Ineos qui mène, mais on a les coureurs de la Lidl Trek qui viennent prendre. Et on a même une attaque de Mats Pedersen. Et avec Mathieu Van Der Poel qui le suit dans sa roue. Ouh, c'est peut-être un mouvement décisif. Là on est à 80 km de l'arrivée. Mats Pedersen qui est le premier à avoir attaqué. Van Der Poel dans la roue. Et derrière on a un trou. C'est Filippo Ganna qui tente de revenir, je pense. Mais l'écart est déjà énorme. Mats Pedersen qui a lancé dans ce tout petit secteur pavé. Il est pas long, mais il a suffi à faire la différence. Mathieu Van Der Poel a suivi sans trop de soucis, encore une fois. Ça nous rappelle un peu Milan Sanremo quand il suivait Pogacar facilement. Il a suivi, et derrière c'est Ganna. C'est un petit peu le même scénario aussi. Ganna avec un temps de retard. Mais Ganna, ensuite, grâce à sa puissance, qui est en train de revenir sur les deux hommes de tête. C'est un scénario vraiment identique. À l'exception que c'est Pedersen au lieu de Pogacar. Et derrière les trois, voilà, que Ganna est en train de revenir et va recoller. Derrière, il y a un gros trou qui a été fait. Ils vont arriver très rapidement sur les deux hommes de tête, Aimé de Gendt et Casper Pedersen. J'ai même pas eu le temps de faire un focus sur l'un d'entre eux. Ça fait des dégâts. Hein. Ça fait des dégâts cette attaque de Pedersen. Ils sont en train de revenir, voilà, sur de Gendt et Pedersen. On voit pas pour l'instant la poursuite. Est-ce qu'il y a un gros groupe qui va s'organiser? Où est Van Aert? Où est Girmay? Ça y est, on voit un groupe à une quinzaine de secondes. Il y a un coureur de la Visma. Allez, c'est peut-être Matteo Jorgensen plutôt que Van Aert qui est là. Avec un coureur de l'Emirates dans sa roue. Un coureur de la Lidl Trek encore. Peut-être Jasper Stuyven. Un coureur de la Groupama. Matteo Trentin pour la Tudor qui est aussi là. Et un autre coureur. Ils sont 6. 6 poursuivants. Et derrière, ça a l'air d'être le grand trou encore. Pas de Van Aert, pas de Girmay. C'est Tim Wellens qui est là pour la Team Emirates en compagnie de Matteo Jorgensen et de Matteo Trentin. On a aussi un coureur de l'Ineos qui est encore là. Forcément, les coureurs de l'Ineos et de Lidl Trek, eux, ils vont pas rouler. Ils ont Pedersen et Ganna devant. Allez, ça y est. Derrière, on voit le groupe, le peloton principal avec Van Aert et Girmay qui est encore nombreux par contre. Ils sont au moins encore peut-être 40. Et Van Aert qui passe ses relais pour tenter de revenir. Il devrait être à une dizaine de secondes, on va dire, derrière le groupe Jorgensen, qui Jorgensen lui-même était une dizaine de secondes derrière le groupe Van Der Poel. Alors, qui on a dans ce groupe avec Tim Wellens, Matteo Jorgensen? On a bel et bien Stefan Kung pour la Groupama FDJ. C'est bien Joshua Tarling qui est là pour la Ineos avec Jasper Stuyven de la Lidl Trek et Matteo Trentin de Tudor. Voilà les 6 poursuivants. Les 6 qui ont le moins craqué, on va dire, suite à l'attaque de Mats Pedersen, que seul Van Der Poel et Ganna, dans un second temps, ont réussi à suivre. Devant, les 3 hommes ne sont pas seuls. Aimé de Gendt et Casper Pedersen qui étaient échappés. C'est le bon plan pour eux au final. Ils étaient échappés pas trop loin. Et maintenant, ils ont ces 3 coureurs avec eux qui sont évidemment très forts pour passer les relais. Ils ne sont pas lâchés. Ils passent même leur relais avec eux. Ils sentent une opportunité peut-être d'aller au bout avec ces 5-là, avec ces 3-là, de faire un top 5, voire de créer la surprise. Donc, ils ont tout à fait intérêt à rester avec ces 3-là et puis à passer leur relais. Prochaine difficulté. Et dans une 6-7 km, le Bergtenstene, 1,3 km à 4,7. C'est pas la plus dure. Le prochain moment peut être un peu plus décisif. On aura Leikenberg, qui est un secteur pavé de 1,2 km à 5% de moyenne. Ça, ce sera dans une quinzaine de kilomètres. 70 km de l'arrivée. Et les écarts qui grandissent irrémédiablement, doucement, mais irrémédiablement. Désormais, les 5 hommes de tête ont 34 secondes d'avance sur les 6 poursuivants, que sont Willems, Jorgensen, Kung, Tarling, Stuyven et Trentin. Et quasiment 1 minute sur le peloton principal où on retrouve Wout van Aert, William Girmay ou encore Florian Vermeersch, le leader de la Team Emirates. Ça sent en 1 minute, ça commence à faire beaucoup pour ce peloton, d'autant plus que kilomètre après kilomètre, ils perdent du terrain sur le groupe de tête avec Mathieu Van Der Poel, avec Filippo Ganna, avec Mats Pedersen, avec Casper Pedersen, les 2 Danois qui ont le même patronyme, et avec Aimé de Gendt, le Belge. Alors on va prendre le temps quand même de parler un peu d'Aimé de Gendt, c'est lui qui a fait l'attaque de l'échappée, qui se retrouve désormais dans le bon coup. C'est un coureur belge de 30 ans, qui court donc désormais du côté de la Cofidis. C'est sa 2e saison du côté de la Cofidis. Auparavant, il avait couru uniquement dans des équipes belges, notamment l'équipe Sport Flandre baloise,
qui évoluait alors en Continental. Il a rejoint la Pro Tour seulement en 2020 du côté de la Circus Venti-Gobert, qui est désormais l'Intermarché Venti. Il est resté 4 ans, donc avant de rejoindre la Cofidis en 2024. Il a 30 ans, mais il ne compte qu'une seule victoire dans sa carrière. C'était en 2019, il avait remporté l'Antwerp Port Epic Sales Trophy. Une course toute plate, mais avec plein de secteurs pavés. Il s'était imposé devant Tim Merlier et Timothy Dupont. Et c'est donc une classique pavée, c'est donc un coureur de classique, de classique belge, de circuit pavé. C'est sa spécialité à Aimé de Ghent. On l'a vu 6 fois sur le Tour des Flandres. On l'a vu aussi 2 fois sur Paris-Roubaix, en plus de 3 fois sur Milan-San Remo et 1 fois sur Liège-Bastogne-Liège. Ses meilleurs résultats, c'est 21e sur Milan-San Remo ou 27e sur le Tour des Flandres. C'était en 2022. Il n'a donc jamais réussi à aller accrocher un top 10 à sa carrière. Mais c'est certainement un de ses grands objectifs avant de prendre sa retraite. Il a participé aussi 1 fois au Tour de France en 2019 et 1 fois au Giro en 2022. Mais il ne s'y est jamais montré. Il a toutefois fini déjà à chaque fois ces grands tours. Et c'est déjà pas mal vu son profil de coureur puissant, lourd. Un rouleur spécialiste des courses d'un jour plutôt que des courses à classement général, des courses à étapes. Cette saison, son meilleur résultat, c'est une 12e place. Et c'était il y a quelques jours sur la Breden Coxside Classic. Il avait pris l'échappée, il avait été repris un petit peu juste à la fin. Une étape d'une course remportée par Edward Tuns. Il avait fini 12e donc. Aimé de Ghent qui a eu l'intelligence aujourd'hui de faire le bon move, d'attaquer une dizaine de kilomètres avant l'attaque décisive de Mats Pedersen et du coup de se retrouver emporté dans le bon wagon. Alors maintenant, il faut suivre le rythme évidemment, hein. Pour l'instant, c'est des ascensions pas trop dures, pas trop pavées, des moments plats, donc il va arriver à suivre. Quand il y aura de nouveau des ascensions très pentues et pavées, ça risque d'être compliqué pour Aimé de Ghent et puis pour Casper Pedersen qui était son compagnon lui aussi d'échappée. Mais au moins, ils auront une chance aujourd'hui, alors que tous ceux qui sont derrière, ça semble quasiment déjà condamné pour la victoire finale, bien qu'on soit encore très loin de l'arrivée. La course est absolument limpide désormais. C'était pas le cas du tout au début, mais désormais c'est clair et net. L'écart qui augmente de manière extrêmement progressive, à la fois entre la tête de course et les poursuivants, et entre les poursuivants et le peloton. Désormais, les 5 hommes de tête ont 1 minute et 18 secondes d'avance sur leurs 6 poursuivants et 2 minutes 18 sur le peloton. Le groupe Van Aert, Girmay, on voit Anthony Turgis qui se démène beaucoup dans ce groupe pour tenter de revenir. Il y a aussi Laurens Pitty, mais clairement, la victoire, à moins d'une énorme surprise, elle est entre les 5 de tête et probablement plus entre les 3 que sont Ganna, Pedersen et Van Der Poel. Mais bon, pour Casper Pedersen et Aimé de Ghent, il y a toujours un petit espoir. Et puis c'est important aussi, par exemple, notamment pour De Ghent et pour lui aussi, pour la Cofidis, de faire un top 5 sur une course World Tour. Ça rapporte énormément de points en vue de se maintenir la saison prochaine en World Tour et de ne pas être relégué en Pro Tour. Et ainsi de pouvoir être sûr d'être présent sur toutes les grandes courses de la saison et notamment le Tour de France, mais aussi le Giro, toutes les courses par étapes et toutes les classiques et les monuments. Donc c'est importantissime. Et c'est aussi pour ça que Aimé de Ghent, il doit s'accrocher le plus longtemps possible pour aller faire le meilleur résultat et prendre des bons petits points pour aider Cofidis à lutter à son maintien. Car on sait que l'Xeis Astana Team, qui est pour l'instant relégué, se bat comme un beau diable pour prendre plus de points et est en train de revenir petit à petit sur la Cofidis notamment. On s'approche tranquillement de l'enchaînement du Kapelberg, du Paterberg et du Vieux Quarmont. Là, on retrouve les noms évidemment que l'on connaît pour les entendre à chaque fois qu'on passe sur le Tour de Flandre. Ils sont là. Très bientôt, on verra si c'est un petit peu d'ailleurs les dernières difficultés. Il ne restera que 2 ascensions après cet enchaînement de 3 et un seul secteur pavé. Les derniers kilomètres, les 20 derniers kilomètres sont plats et sans difficulté. Donc est-ce qu'on va voir des initiatives dans cet enchaînement de la part de Van Der Poel, de Pedersen, pour peut-être lâcher Ganna et les deux échappés qui sont avec eux? On va voir ça. Allez, on entre dans le Paterberg. Cette montée pavée qui est assez terrible. 300 mètres seulement, c'est tout petit, mais ça fait 9% de moyenne. Des passages finaux à plus de 10%. Pour l'instant, c'est Mats Pedersen qui mène. Il a Van Der Poel dans sa roue, Ganna en 3e position. Pedersen et Aimé de Ghent qui ferment la marche alors qu'il commence à pleuvoir. Il y a des petites gouttes qui apparaissent. Toute la course qui s'est faite sous un ciel un petit peu couvert.
Mais cette fois-ci, il commence à pleuvoir. Peut-être que ça aura son influence. Pour l'instant, Mads Pedersen qui met un rythme énorme et ça lâche pour Casper Pedersen. Et pour Aimé de Ghent, forcément. Mais ils s'accrochent autant qu'ils peuvent. Ils ne sont pas complètement lâchés. Ils perdent juste mètre par mètre. Tout comme Filippo Ganna qui s'accroche dans la roue de Van Der Poel. Van Der Poel qui lâche pas Pedersen d'1 millimètre. Il n'y a pas eu d'accélération. C'est juste un énorme train de Mads Pedersen. Casper Pedersen, lui, il a réussi à rentrer. C'est que Aimé de Ghent qui est un petit peu lâché. C'est beau là ce qu'a fait les deux Danois, Mads Pedersen et Casper Pedersen, qui avait lâché quelques mètres et qui finalement est revenu dans la peau de Filippo Ganna. Tout le monde se retourne pour voir qui a craqué. Il n'y a que Aimé de Ghent qui a perdu 20 mètres. Mais peut-être que là, maintenant, c'est déjà la descente. Il va pouvoir rentrer avant la montée du vieux Quarmont. Le Quarmont, c'est 2 km à 4% de moyenne. C'est plus long, mais c'est moins pentu. Derrière, c'est au tour du groupe de poursuivants. Dans ce Paterberg, c'est Matteo Jorgensen qui mène ce groupe. Mais bon, ils sont toujours l'écart qui s'est stabilisé. Une 15 derrière. Stefan Kung qui est dans sa roue qui s'accroche. Matteo Trentin, Jasper Stuyven. On sent que Tim Wellens est en train de lâcher un petit peu. Joshua Tarling est encore un tout petit peu plus loin. Ouais, c'est Joshua Tarling qui a craqué le premier. Jorgensen qui a fait la montée seul en tête. Kung et Stuyven ont réussi à suivre. Trentin et Wellens sont juste un petit peu derrière. Et Tarling également un petit peu plus derrière, mais ça devrait revenir. Alors que devant, Aimé de Ghent, il a réussi à revenir sur les quatre autres. Ils sont de toujours 5 en tête, alors qu'on approche de la dernière ascension. C'est la dernière ascension pavée du jour. Il reste encore 2 ascensions derrière, mais ce ne seront pas pavées. Et il restera un passage pavé, mais ce ne sera pas dans une ascension. Donc attention, c'est quasiment le dernier moment pour être décisif. Sinon, peut-être qu'on se dirigerait vers un sprint à 5. 40 km de l'arrivée. Et on arrive dans le vieux Quarmont, directement après le Paterberg. La première partie qui n'est pas pavée. Les deux échappés, Casper Pedersen et Aimé de Ghent, qui ne passent plus de relais depuis un moment déjà. Là, le but pour eux, c'est juste de s'accrocher. Ils ont collaboré au début. Mais désormais, ils laissent Ganna, Van Der Poel et Mads Pedersen seuls face à leurs responsabilités. Ils ont évidemment bien raison, parce que là, ça va encore monter à grande vitesse. Et on va voir si Casper Pedersen, qui s'était joliment accroché à l'ascension précédente, va réussir à faire aussi bien. Et si Aimé de Ghent va finalement, l'élastique va lâcher. Allez, on arrive au secteur pavé. C'est Van Der Poel qui, pour l'instant, est en tête. Van Der Poel qui reste en tête, qui imprime simplement un rythme. Ça va vite. Il demande même un relais à Mads Pedersen. Non, il est juste allé prendre un petit peu une rigole où il y avait moins de pavés. Il continue son rythme terrible et ça lâche pour Filippo Ganna. Ça lâche pour Ganna. Il a Casper Pedersen et Aimé de Ghent dans sa roue qui, évidemment, restent dans la roue de Ganna. Ils ne peuvent pas aller plus vite. Par contre, Mads Pedersen, lui, s'accroche dans la roue de Van Der Poel. Ils sont plus que 2 là en tête. Ça fait un trou qui est important pour Filippo Ganna, même s'il restera longtemps ensuite pour revenir pour le rouleur. Mais là, Mathieu Van Der Poel, c'est lui qui lâche les chevaux. C'était Pedersen dans la montée avant. Là, c'est Van Der Poel et Mads Pedersen qui commence à perdre du terrain. Mads Pedersen qui lâche mètre par mètre. Mathieu Van Der Poel qui continue. Un effort pur, puissant, sans véritable accélération. Juste un rythme terrible. Et Mads Pedersen qui a lâché. Mads Pedersen qui a lâché. On est toujours dans l'ascension, dans les pavés. Et Mathieu Van Der Poel qui est peut-être bien encore en train de s'envoler pour un nouveau succès. C'est un scénario quasiment identique à l'an passé. L'an passé, il était parti tout seul. Encore plus tôt qu'aujourd'hui. 5 km plus tôt. Là, il est parti dans le vieux Quarmont. C'était, on l'avait dit, peut-être la dernière moment pour faire la différence. Et il l'a faite. Même si Mads Pedersen, il est pas loin. Il est 5 secondes derrière, on va dire. Pour l'instant, on est toujours dans le vieux Quarmont. Et du coup, l'écart qui continue de grandir. Et derrière, on voit Filippo Ganna qui a toujours Aimé de Ghent et Casper Pedersen dans sa roue. Ça veut bien dire qu'il a un petit peu plus de mal. Mais il a Mads Pedersen devant lui. Il doit être à peut-être 10 secondes derrière. Ils n'ont pas abdiqué ces 3-là non plus. Il y a aussi un podium à aller chercher, évidemment. L'ascension qui continue. Les pavés qui continuent pour Mathieu Van Der Poel. Et ça y est, il arrive au sommet et il rejoint la grande route. Et il a fait des dégâts. Il a fait des gros dégâts. Il se retourne. Il voit s'il y a Mads Pedersen derrière. Et non. On le voit toujours pas. Il a pris au moins 15 secondes là, je pense. Mais il a encore 38 km à faire tout seul. Sachant qu'il y a un petit peu de vent de face. Et sachant qu'il a fait des efforts en début d'étape après avoir été lâché. Mais bon, c'est Mathieu Van Der Poel. On se fait quand même assez peu de soucis. Il est bien probable qu'il soit parti là pour la victoire.
personne qui peut le rivaliser avec lui. Le seul qui peut réaliser, c'est Tadej Pogačar, mais il n'est pas là. Il devait être là, Pogačar. Il avait été annoncé là, mais finalement, il a changé d'avis. Il s'est désinscrit au dernier moment puisqu'il a décidé de participer à Paris-Roubaix et donc il n'a pas voulu faire cette course auparavant. Allez, on voit les écarts là sur une grande ligne droite. Ouais, c'est pas... Il y a 10 secondes entre... Ouais, il y a peut-être 10 secondes entre Pogačar. Entre Van Der Poel et Pedersen et derrière entre Pedersen et Ganna. Et moi, je pense que Ganna, il pourrait, on le sait, c'est le meilleur rouleur, il pourrait peut-être revenir sur Pedersen. Et si les deux collaborent, pourquoi pas réussir à revenir sur Van Der Poel. C'est pas encore fait, hein. C'est pas encore fait. Tout dépend de celui qui a gardé le plus d'énergie dans le moteur, là. Derrière Ganna, on a Aimé de Ghent, qui s'est accroché, qui est quasiment dans la roue de Filippo Ganna. C'est admirable ce que fait Aimé de Ghent, alors que Casper Pedersen, lui, a l'air d'avoir vraiment explosé. Il est plus loin. Allez, on nous donne des écarts. On nous dit quand même 18 secondes entre Pedersen et Van Der Poel et 33 secondes entre Ganna et Van Der Poel. Désormais, on va voir, est-ce que Ganna va être capable de faire un formidable contre-la-montre là, sur ces derniers kilomètres et de revenir petit à petit. Et mais De Ghent, il n'arrive pas à attraper sa roue. Il est 10 mètres derrière, même pas 5 mètres, mais il n'arrive pas à attraper sa roue. Il y a du vent. Il faut qu'il arrive à prendre sa roue s'il veut pouvoir le suivre, sinon il va se faire distancer. Et les écarts qui grandissent légèrement, petit à petit. Là, au sein, on a passé l'avant-dernière ascension. Je ne vais pas m'amuser à la prononcer parce que c'est imprononçable. Mais ça a avantagé Van Der Poel, évidemment, qui a repris encore un peu d'avance. Il a désormais 26 secondes d'avance sur Mats Pedersen et 46 sur Filippo Ganna. Aimé de Ghent n'a pas réussi à prendre sa roue à Ganna. Et donc, il a perdu du terrain. Il est désormais à 1 minute de Mathieu Van Der Poel. Casper Pedersen est pas très loin derrière, à 1,21 de Van Der Poel. Et puis derrière, on a le groupe de poursuivants, où ils ne sont plus que 4, avec Matteo Jorgensen, Stefan Kung, Jasper Stuyven et Tim Wellens. Ces 4 coureurs sont à 2 minutes et 18 secondes de Mathieu Van Der Poel. On est à 27 km de l'arrivée. Il reste un petit secteur pavé, une petite ascension, et puis 20 km tout plat ensuite jusqu'à l'arrivée. Est-ce que ça va être un tapis rouge jusqu'à l'arrivée pour Mathieu Van Der Poel, ou est-ce que Pedersen peut retrouver un second souffle et revenir? Ça paraît peu probable, mais sait-on jamais, alors qu'il continue de pleuvoir. Attention à ne pas chuter également. Oh là là, juste au moment où je dis ça, Mathieu Van Der Poel est passé pas loin de la correctionnelle là. Je sais pas ce qui s'est passé. On va revoir le ralenti. Il a chassé de la roue arrière. Il s'est retrouvé projeté par le devant, mais il est réussi à rester debout sur son vélo. Parce qu'il est habile, hein, heureusement. C'était vraiment pas de la chute là. On va le voir pousser un petit ouf de soulagement de ne pas être tombé. C'était vraiment quasi à la seconde où j'ai dit qu'il fallait faire attention. Il a failli tomber. Faut qu'il reste vigilant, Mathieu Van Der Poel. On y est dans la dernière ascension du jour. Le Tjegemberg, c'est juste 600 mètres à 5% de moyenne. Ça va pas être une difficulté énorme pour Mathieu Van Der Poel. Alors qu'on voit des supporters belges bien allumés sur le bord de la route, tous en caleçon. Alors qu'il ne doit pourtant pas faire chaud, il pleut. Il y a énormément de monde, hein. Évidemment, la Belgique, c'est un petit peu la nation du vélo. C'est la passion totale. Et Mathieu Van Der Poel, malheureusement pour eux, il n'est pas belge, hein. Il est hollandais. Malheureusement pour nous aussi, il n'est pas français. Malgré qu'il soit le petit-fils de Raymond Poulidor. Il est hollandais. C'est eux qui ont cette pépite et qui va aller s'imposer aujourd'hui. Hein. Bon, vraiment d'un miracle ou plutôt d'un terrible incident. Il a 50 secondes d'avance sur Mats Pedersen. Et on a surtout désormais un beau duel entre Mats Pedersen et Filippo Ganna. Il y a environ 25 secondes entre les deux hommes. Et Mats Pedersen, il résiste. Hein. Il résiste au meilleur rouleur du monde, Filippo Ganna, pour aller chercher au moins cette deuxième place qui le décevra. Hein. Mats Pedersen, il vient pour la victoire, il vient pas pour les places d'honneur. Mais voilà, il donne tout. Il se vide pour aller chercher au moins cette deuxième place, mais Mathieu Van Der Poel, il ne le rattrapera pas. Filippo Ganna, lui, devrait faire, s'il ne revient pas, faire troisième. On est à 20 km de l'arrivée, hein, il reste encore évidemment du temps. Derrière, Casper Pedersen et Aimé de Ghent vont certainement se faire reprendre par le quatuor Wellens, Jorgensen, Kung, Stuyven, et ils vont se battre entre eux pour les places d'honneur là. Et c'est fini pour la dernière ascension. Désormais, c'est 20 km tout plat, 19 exactement. Jusqu'à l'arrivée, attention, la route est encore une fois trempée, pas d'erreur. Et ça sera la victoire pour Van Der Poel. Et derrière, on va voir si Pedersen résiste jusqu'au bout à Filippo Ganna pour être deuxième. On va aussi s'intéresser au sort de Casper Pedersen et d'Aimé de Ghent. Est-ce qu'ils vont réussir à résister au retour de Jorgensen et compagnie pour aller chercher des 4 et 5e places qui seraient vraiment exceptionnelles et méritées.
C'est les derniers enjeux de ces derniers kilomètres de course. Ils sont bel et bien repris, Casper Pedersen et May de Gens, par Tim Wellens, Stefan Kung, Matteo Jorgensen et Jasper Stuyven. Désormais, il faut qu'ils s'accrochent dans les roues et essayer au sprint d'aller chercher le meilleur place possible. A priori, ça sera quand même un top 10 pour ces deux coureurs qui ont eu le mérite de tenter de s'échapper et qui seront, j'espère, récompensés au moins d'un top 10. Mathieu Van Der Poel est lui désormais à 10 km tout pile de l'arrivée et il a plus d'une minute d'avance sur Mats Pedersen, une 0,3 exactement. Et Mats Pedersen, lui, il a également bien distancé Filippo Ganna. Il a 45 secondes d'avance sur Ganna. Ganna, lui, a une minute d'avance sur les 6 hommes désormais qui sont à sa poursuite. On n'a pas d'écart derrière sur les autres coureurs. Sur Trentin et Tarling qui était partie du groupe de poursuivants qui ont été lâchés dans le vieux Quarmont. On n'a pas non plus de nouvelles de Wout van Aert ou de Binyam Girmay, d'Anthony Turgis, qui doivent être, eux, beaucoup plus loin a priori. 3 km de l'arrivée, et bien sûr Mathieu Van Der Poel qui file tranquillement. Enfin, tranquillement, c'est une façon de parler, évidemment. Il va à une grande vitesse, il ne se relève encore pas, même si il a la victoire gagnée désormais. Il a 1 minute 13 d'avance sur Mats Pedersen et 2 minutes 12 sur Filippo Ganna. Une fois qu'il a fait son attaque indécisive dans le vieux Quarmont, il a augmenté son avance et désormais il la maintient tout simplement. Course magnifique et une course qui est un très bel exemple de l'intérêt de 100% cyclisme parce que ceux qui se sont branchés pour voir simplement les 20 derniers kilomètres de la course, ils n'ont rien vu puisque à 20 km de la course était déjà finie. On savait déjà que Van Der Poel avait gagné. Il s'est passé des choses bien avant. Il s'est passé des choses déjà dans les 10 premiers kilomètres avec la chute qui a entraîné une cassure dans le peloton dans laquelle était piégé Mathieu Van Der Poel. Et ensuite 50 km de poursuite pour que ce groupe de retardés revienne sur les 50 hommes qui avaient profité de la chute. Ensuite, il y a eu l'attaque de Mats Pedersen à 80 km de l'arrivée, seulement suivi par Van Der Poel et Ganna qui sont revenus sur les échappées de Gent et Pedersen, Casper Pedersen. Et puis ensuite, l'attaque de Mathieu Van Der Poel à 40 km de l'arrivée qui aurait été décisive. Et depuis, c'est simplement, on attend les kilomètres défilent jusqu'à l'arrivée, mais le suspense, lui, n'existe plus. Il faut donc regarder une course dès le début pour en avoir toute la saveur, pour voir tout ce qui s'y passe, et aussi parce que, voilà, des fois, surtout désormais, avec les fous, les grands fous que sont Van Der Poel et Pogacar, c'est bien souvent plus dans les 20 derniers kilomètres ou les 5 derniers que ça se joue, mais bien avant. On l'a vu au dernier championnat du monde où Pogacar a attaqué à quasiment 100 km de l'arrivée. La flamme rouge pour Mathieu Van Der Poel. Plus rien ne peut lui arriver d'affreux maintenant. Il va s'imposer. Comme Wout van Aert, qui s'était imposé en 2022 et 2023, il va garder son titre. Après être imposé en 2024, il s'impose donc en 2025. De nouveau, après un long règne en solitaire. Et il va se poser plus que jamais, en grand favori du Tour des Flandres qui aura lieu dans une bonne semaine. Bien souvent, le vainqueur de l'E3 gagne le Tour des Flandres. Et clairement, il sera le grandissime favori. Avec Pogacar peut-être pour le perturber. Avec Mats Pedersen qui est toujours en pleine forme et motivé. On verra si Wout van Aert, qui revient tout juste de son stage en altitude. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'attendait pas forcément qu'il soit au niveau. Dans 9 jours pour le Tour des Flandres, il devrait être meilleur. On verra s'il pourra le suivre, mais ça sera malgré tout lui, le favori numéro 1, Mathieu Van Der Poel, qui arrive et qui s'impose en faisant le salut après 4h39 minutes et 14 secondes d'effort. Il s'impose de nouveau. C'est sa deuxième victoire sur la E3 Saxo Bank classique pour Mathieu Van Der Poel, le coureur de l'Alpecin de Konak. On va voir le podium. Derrière, là aussi, il n'y aura pas de suspense. On attend Mats Pedersen, puis Filippo Ganna, qui a perdu du temps dans le final. Il est vraiment à bout, Filippo Ganna. Il s'est battu pour éviter au moins que le groupe Jorgensen lui revienne dessus. Encore une fois, Mathieu Van Der Poel, il peut se dire merci à ses équipiers, à Sylvain Dillier, qui a encore fait un travail énorme pour le ramener quand il était distancé. C'est Dillier qui avait beaucoup travaillé, avec notamment Oscar Risbeck. Alors que là, c'est Mats Pedersen qui arrive. Il baisse la tête, il est déçu. Deuxième, ça le consolera pas. Ce qu'il veut, c'est la victoire, Mats Pedersen. Mais face à Van Der Poel, il a très rarement les cartes pour le battre. Filippo Ganna, qui arrive à son tour, lui, il devrait être un peu plus satisfait de cette troisième place. Il savait que s'imposer aurait été quand même un bel exploit. Le podium, ça prouve qu'il est sur la bonne voie. Et un jour, il espère en gagner une. Ça ne sera pas encore pour aujourd'hui, mais ça sera un podium pour Filippo Ganna.
Et on va s'intéresser derrière au groupe de poursuivants, aux places d'honneur, qui va être le meilleur dans ce sprint. Allez, ils sont toujours 6. C'est Aimé De Gendt qui lance de très loin. Alors qu'en fait, derrière, il y a le peloton qui est juste derrière ces 6-là. Il y a une cinquantaine de coureurs qui sont derrière ces 6-là, mais ils ne vont pas se faire reprendre. Heureusement, Aimé De Gendt, il donne tout au moins pour le top 10. Ça, c'est pas pour remporter le sprint, mais c'est pour être sûr que ce peloton ne revienne pas. Derrière, c'est Jasper Stuyven qui le contre. Avec Jasper Stuyven, c'est Casper Pedersen qui était encore là, qui vient prendre la 4e place. Stuyven 5e, Kung 6e. Et le peloton qui arrive à l'instant à 2 minutes 44 derrière Mathieu Van Der Poel. Ils sont une quarantaine de coureurs là. On ne savait pas où ils étaient. Ils étaient vraiment pas bien loin en fait. Des 6 hommes qui ont failli se faire avoir. Ça aurait vraiment été cruel. Mais ils s'en sont sortis. Ils seront tous dans le top 10. Et même 4e pour Casper Pedersen. Ça fait 3 sur 3 pour Mathieu Van Der Poel. Il a participé à 3 courses d'un jour cette saison. L'Enam Sama Classic, Milan-San Remo et la E3. Et il les a remportées toutes les 3. La seule autre course qu'il a faite cette saison, c'est Tirreno Adriatico. Où par contre, il n'était pas réussi à s'imposer. Il avait fait 3e de la 4e étape et 2e de la 5e. Surpris par Frédéric Versness, l'échappé. Il a donc eu moins de réussite. Par contre, sur les courses d'un jour, il est pour l'instant imbattable. Et il est fort probable qu'il continue un petit peu sa moisson lors de ses prochains rendez-vous. Mathieu Van Der Poel qui s'impose donc avec 1 minute et 5 secondes d'avance sur Mats Pedersen qui vient prendre la 2e place. Filippo Ganna termine 3e à 2 minutes et 4 secondes. Derrière, c'est donc Casper Pedersen qui a réussi à remporter le sprint des poursuivants à 2 minutes 33 devant Jasper Stuyven, Stefan Kung, Aimé De Gendt, Tim Wellens et Matteo Jorgensen. Le peloton derrière, on va dire, arrive à 2 minutes 43, soit seulement 10 petites secondes derrière ces coureurs-là. Ils ont eu chaud. C'est Mike Tennyson qui a réglé le sprint du peloton, le coureur d'Astana, et qui est venu prendre la 10e place. Encore des points pour Astana, même si Cofidis avec Aimé De Gendt en a mis aussi. Dans ce groupe d'arrivée, on retrouve notamment Wout van Aert qui finit 15e. Valentin Madouas, le premier français, termine 17e. Pinjam Guirmay, 22e. On avait là eu un groupe d'une cinquantaine de coureurs donc. Et puis évidemment, pas mal d'abandons aujourd'hui. Les conditions qui étaient devenues difficiles sur la fin avec la pluie. On a au moins une 40-50 coureurs qui ont abandonné. Notamment Matej Mohoric qui n'a pas fini. On l'avait vu en difficulté dès le début de l'étape. Et puis le dernier du jour, c'est le coureur de la Cofidis, le Belge Ludovic Robit, qui termine au sein d'un gros groupe. Qui termine un groupe d'une quarantaine de coureurs. Qui termine à 12 minutes et 7 secondes du vainqueur du jour. Ils ont fini tous ensemble, solidaires. Et ils ont fini, mais évidemment, très loin de celui qui est au-dessus de tout le monde. C'est Mathieu Van Der Poel. Et on a hâte de le retrouver sur le Tour de Flandre dans 9 jours. Mais ça sera sa prochaine course, a priori. Il ne fera pas les autres classiques que sont Gand-Wevelgem ou à travers les Flandres. Son prochain programme, c'est le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Et il aura à cœur de faire comme l'an passé et d'aller chercher le doublé. Sauf que là, à chaque fois, il aura face à lui notamment Tadej Pogačar. Et on a déjà vraiment très hâte de ce duel. On espère que les courses seront aussi belles qu'elles ont été aujourd'hui. Vraiment passionnantes du début, dès les premiers kilomètres à la fin. Même si le scénario était différent de ce que l'on a attendu, la victoire, elle a été revenue à un super favori, Mathieu Van Der Poel. Prochain rendez-vous pour 100% cyclisme, c'est Gand-Wevelgem. Une autre classique belge. Une classique également avec des secteurs pavés et des petites ascensions. Un peu plus de plat au début et ensuite des ascensions avant un final une nouvelle fois plat, assez similaire au parcours d'aujourd'hui. Il n'y aura pas de Mathieu Van Der Poel. Par contre, il y aura bien Mats Pedersen. Et il y aura aussi les sprinteurs, Jasper Philipsen, Tim Merlier, Arnaud Démare. C'est une course parfois plutôt indécise. On ne sait pas si ça termine par un sprint massif ou pas, ça dépend. Ça sera la prochaine course sur 100% cyclisme. Salut à tous, salut à toutes.